Voilà, renouer avec l'autorité à l'école, on va en parler dans un instant. On avait un petit témoignage que je voulais vous faire écouter et que j'ai oublié, pardonnez-moi, mais on est vraiment en direct. Hein, c'est ça le truc de ces assises du harcèlement scolaire. De Monsieur Léridon, le proviseur adjoint du lycée Charles de Gaulle à Londres, justement sur ce que la méthode de la préoccupation partagée a apporté dans ses relations avec les parents. Je voulais vraiment vous la montrer, regardez. Ce qui a changé également, c'est l'adhésion des parents, parce qu'on a formé également les parents, puisqu'on a fait des conférences à leur destination animées par Marie Cartier. Il y a dans le carnet de correspondance de chaque élève la charte de lutte contre le harcèlement, qui est également sur notre site internet, où la méthode avec pédagogie est explicitée aux parents. Et c'est vrai qu'il y a quelques années, quand on invitait un élève à un entretien pour lui parler de son rôle éventuel d'intimidateur, on avait tout de suite des protestations et les parents disaient comment ça, vous avez convoqué mon fils n'est pas un bourreau, qu'est-ce que vous lui reprochez, etc. Avec la méthode de la préoccupation partagée, non accusatoire et non blâmante, c'est vrai qu'on a beaucoup plus l'adhésion des parents, y compris des parents des élèves intimidateurs. Voilà, donc Monsieur Timothée Léridon, qui est proviseur adjoint de ce lycée français de Londres, qui nous explique bien que justement l'adhésion des parents avec la MPP, ça va mieux. Et ça, c'est finalement une assez bonne conclusion par rapport à ce qu'on vient de se dire sur le plateau précédent, Marie. Ouais, absolument. Il parle de méthode non blâmante et ça me fait une transition parfaite pour revenir vers vous, Jean-Pierre Bellon, parce que votre dernier ouvrage, on l'a présenté tout à l'heure et je vais le remontrer, s'appelle « Renouer avec l'autorité à l'école », 10 mesures immédiates. Il y a notamment tout un passage sur le harcèlement et vous expliquez très bien le lien entre l'autorité, le fait de la nécessité de renouer avec l'autorité à l'école et pour justement lutter contre le harcèlement de manière efficace. Et vous dites aussi, et ça je ne sais pas si c'est dans le bouquin aussi ce que vous m'avez dit, mais vous dites pour faire du non-blâmant, pour faire de la MPP, il faut savoir faire du blâmant. Bien sûr. Bien sûr, et on est d'autant plus crédible si on a un système de sanctions équilibré, adapté, pour pouvoir faire à côté quelque chose de non blâmant. Pourquoi est-ce que la méthode de la préoccupation partagée est non blâmante ? Ça n'est pas par une espèce de culte de la bienveillance. Non, c'est beaucoup plus simplement par pragmatisme. Accuser quelqu'un, qu'est-ce qu'il fera ? Il se défendra. Placez-le en situation de trouver par lui-même une solution à un problème dans lequel il est impliqué, il s'associera beaucoup plus volontiers. Donc, la méthode de la préoccupation partagée, certes, elle est non blâmante, mais elle n'est pas antinomique à la sanction, et ensuite, elle n'est pas, c'est pas complaisante vis-à-vis des intimidateurs. On les place en situation de trouver une solution. L'adulte est très présent, il est très pressant. Je suis inquiet pour ton camarade, il va pas bien, qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'il aille mieux ? Vous voyez, on ne lui laisse pas d'autre porte de sortie que de trouver par lui-même une solution au problème auquel il s'est associé. Donc il me semble que la méthode de la préoccupation partagée, bien loin d'être le contraire de l'autorité, c'est l'incarnation même de l'autorité, parce qu'il y a des confusions sur la question de l'autorité. On a tendance à s'imaginer ou à confondre autorité et autoritarisme. L'autorité, c'est beaucoup plus la parole forte de l'adulte, mais la parole qui n'est pas négociable. Or, c'est très exactement ce qu'on dit. Ton camarade, il va pas bien. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Voyez ? Après, le lien avec la sanction n'est pas du tout contradictoire. La sanction, elle vient lorsque il y a des coups, il y a des blessures, lorsque l'institution estime qu'une ligne a été franchie et que la sanction doit tomber. Mais ce n'est pas parce qu'on sanctionne un élève qu'on ne doit pas pour autant continuer à s'occuper de la victime, la soutenir, au contraire même. Plus il y a sanction, plus il y a un risque pour la victime. Et deuxièmement, il est absolument essentiel aussi de travailler, j'allais dire quelque part, avec les élèves qui ont été sanctionnés. Il ne s'agit pas qu'ils sortent de cette situation la tête basse, humiliés, rabaissés. Non, il s'agit qu'ils en sortent la tête haute. Si on les a sanctionnés, c'est parce qu'il y a une infraction qui a été commise. Ce n'est pas la personne qu'on sanctionne, c'est l'infraction qu'on sanctionne. Donc je pense qu'il y a une véritable articulation entre les deux. Imanaga, là-dessus ? Moi, je suis totalement d'accord. J'ajouterais juste peut-être qu'il faut
que chaque professionnel puisse assumer cette autorité. Ce que je pouvais tout à l'heure dire en aparté, c'est effectivement qu'on a certains professionnels qui ont à un moment donné la main qui tremble, qui n'osent pas mettre ce mot dans le carnet ou qui n'osent pas contacter la famille pour expliquer que l'enfant ne s'est pas bien comporté. Il faut pouvoir être à l'aise avec l'application du règlement intérieur, de la loi de l'établissement. À partir du moment où vous êtes, juste, vous êtes dans l'autorité, dans la fermeté, en étant à l'aise. Vous ne faites aucune distinction entre les élèves, voyez. Et si, j'ai envie de dire, si la famille n'est pas d'accord, parce qu'on peut aussi avoir de la contestation, comme l'expliquait tout à l'heure la référente harcèlement, eh bien, il faut pouvoir être dans la coéducation avec la famille. Il faut expliquer ce qui a concouru à l'état d'esprit de cette sanction, pourquoi on en est arrivé à là. Vous voyez, qu'est-ce que, finalement, en posant cet acte qui est éducatif, qui n'est pas là pour faire du mal, qui est là vraiment pour faire grandir, pour élever, qui permet de réparer aussi, de réhabiliter chacun, et de faire en sorte que derrière, et c'est pour ça que le travail avec le groupe est extrêmement important, eh bien, il faut pouvoir travailler avec l'ensemble des élèves et faire de la pédagogie, quoi. C'est mon avis. Ce qui fait la force du travail que Jean-Pierre et Marie mènent avec les équipes, c'est qu'à l'issue de la formation sur les entretiens autour de la méthode de la préoccupation partagée, il y a, de la part de l'équipe, une réflexion sur l'organisation sociale de leur travail. Comment on va travailler en équipe, ensemble, à partir des éléments de repérage, de détection, d'organisation des entretiens, etc. Or, dans ce protocole qui est présenté de manière lisible à l'ensemble de la communauté, il y a la relation avec le chef d'établissement, justement, sur où on en est des phases d'analyse, de traitement de la situation, est-ce qu'on doit passer à quelque chose de plus fort ou pas. Or, moi, il me semble que, et c'est vraiment du point de vue de la médiation que je vous parle, là, ce qui fonde désormais l'autorité légitime repose sur deux éléments. D'abord, l'attention aux vulnérabilités, ça c'est très important. Et deuxièmement, la lisibilité de l'action publique en matière de sanctions socialisantes. Or, on est vraiment aux antipodes du coup d'une autorité qui serait fondée sur un titre, une manière de fonctionner à l'ancienne, etc. Donc ça, c'est un élément absolument décisif dans le travail qui est conduit justement sur le harcèlement et encore une fois qui concourt à fédérer les équipes, à améliorer le travail des adultes entre eux et le travail autour des alliances éducatives avec les parents. Et donc ça évite la judiciarisation et le fait de s'embourber dans des situations inextricables dont on ne sort pas gagnant. Marie ? Oui, moi ce que je pense, c'est que l'idéal, c'est que les familles puissent sentir que l'autorité de l'enseignant, l'autorité de l'école est le meilleur allié pour elles, pour éduquer leur enfant. On n'éduque pas son enfant tout seul. On s'adosse à une autorité plus vaste, celle de la société. L'école représente quelque chose de très important. Pouvoir dire, c'est la règle de l'école. L'école sanctionne cela. Voilà, le parent s'adosse à cela. Et je pense que ça fait partie de cette alliance, d'ailleurs, dont on doit créer avec les familles. C'est vraiment ce sentiment de soutien réciproque. Autant l'autorité de l'école a besoin des familles pour pouvoir s'exercer, il faut qu'ils voyez, et les familles ont besoin de ce soutien de l'école pour pouvoir elles-mêmes éduquer leurs enfants. Alors justement, je vous coupe parce que à l'instant, c'est pas vraiment une question, c'est plutôt une réflexion, on va dire. Deux points, ouvrez les guillemets. Les enseignants ont parfois l'impression d'être bien seuls à prôner l'autorité face à des familles adeptes de l'éducation positive. Ah. Alors, je pense que on est, si vous voulez, l'autorité. On a ce grand texte d'Hannah Arendt sur l'autorité qui nous montre qu'elle a été totalement oubliée. On ne sait plus ce que c'est. Et on est tombé dans le domaine de l'éducation, dans un excès d'explication, de ce qu'elle appelle la persuasion. C'est-à-dire on explique les règles, on justifie, on argumente. Or, quand on entre sur ce terrain-là, on se met, nous explique d'ailleurs Hannah Arendt, directement sur un terrain d'égalité avec son interlocuteur. Donc si vous expliquez à votre enfant, vous justifiez, vous argumentez, ma foi, il aura son explication, ses arguments, ses raisons, et qui aura le dernier mot? Non, bien sûr, mais même les petits. Qui aura le dernier mot? Et donc, comme au bout d'un moment, on se fâche un peu parce que bon, on aimerait bien avoir le dernier mot malgré tout, mais ça ne fonctionne pas, et ben on passe à la fâcherie et on tombe directement dans ce que Jean-Pierre appelle l'autoritarisme, c'est-à-dire on élève la voix, on tape du poing sur la table, ça c'est pas du tout l'autorité. Et je pense qu'effectivement, il y a malheureusement dans l'éducation cette perte de l'autorité
Et quand on forme, nous, les personnels, aux entretiens avec les intimidateurs, moi j'ai été enseignante. La question de l'autorité a été un vaste problème pour moi. Je ne savais pas ce que c'était. Je n'avais pas lu Hannah Arendt, malheureusement, dans ma formation. Et je passais effectivement par la persuasion, je basculais de persuasion à coercition. Voilà, soit j'explique et au bout d'un moment, je me fâche et je punis. Mais entre les deux. Et quand j'ai découvert cette manière de faire dans la méthode de la précaution partagée, où en fait, c'est une parole qui n'est pas négociable, mais qui n'est pas intimidante, qui repose sur la confiance, sur l'estime de l'autre, mais qui n'est pas négociable, qui ne se discute pas. On n'a pas besoin d'expliquer. C'est comme ça. Je suis inquiet. J'ai besoin que ça change. J'ai besoin de toi. Qu'est-ce que tu vas faire ? Et cette simplicité, cette sobriété de l'expression dans l'autorité, mais comprendre cela, que ce soit pour des parents comme pour des enseignants, ça fait du bien. Enfin, ça aide. Voilà. Enfin, je ne sais pas si j'ai vraiment répondu à votre question. Si, non, je voulais répondre. L'enseignant qui se sent seul, j'ai envie de lui dire, mais vous faites partie d'une équipe. Oui. Voilà. Et ce qui nous lie avec les familles, c'est aussi un règlement. Si on est dans la justification permanente, en demandant des comptes, être dans la défiance et ne pas faire confiance à l'institution, il y a un moment où il faut qu'on se retrouve autour de la table et qu'on se parle. Voyez. Après, il y a beaucoup d'enseignants qui se sentent seuls. Moi, voilà, j'ai connu mais cette c'est pour ça que voilà, j'invite vraiment les équipes. C'est ce que dit la personne qui nous écrit. Hein. Il y a une réflexion à mener alors dans cet établissement. Voilà, une demande d'accompagnement. Sur la solitude de l'enseignant, tout de même, il y a quand même des chiffres qui sont effrayants. Et c'est PISA qui nous l'apprend. Il faut qu'on ait une enquête internationale pour découvrir ce qui se passe chez nous. PISA 2022 révèle qu'un lycéen sur 2 considère qu'il y a trop de bruit dans sa classe au point qu'il n'entend pas ce que dit le professeur. Imaginez l'injustice que cela représente. On n'en parle jamais de celle-là. On parle beaucoup des autres injustices. On ne parle pas de l'injustice face à la paix scolaire. C'est-à-dire, imaginez une scolarité placée sous le signe de la paix, où on peut écouter ce que dit l'enseignant, et une scolarité dans laquelle on n'entend pas. Ben, au bout du compte, ça fait une série d'échecs. Et qu'en est-il du côté des professeurs ? Parce que là encore, les chiffres nous manquent. Combien de professeurs ont dans leur classe des situations qui sont tellement difficiles qu'ils ne peuvent pas même enseigner ? Moi, j'aimerais bien que les sciences de l'éducation, qui font des enquêtes sur un peu tout, s'intéressent aussi à ces questions. La solitude du professeur en difficulté dans sa classe est très comparable à la situation de l'élève harcelé. Répétition, longue durée, et ça peut durer très longtemps dans la carrière d'un professeur, disproportion des forces, effet de groupe, difficulté à se défendre par soi-même, les sanctions ne sont pas efficaces. Sauf qu'il y a une différence entre la situation du professeur chahuté et celle de l'élève harcelé. L'élève harcelé, il est incité à parler. Professeur chahuté, à qui il en parle ? Quelles sont les structures qui existent ? Est-ce qu'on n'aura pas toujours tendance à lui dire, et on retrouve le stéréotype de la persécution, est-ce qu'on n'aura pas tendance à lui dire « Est-ce que c'est pas un peu de ta faute ? Avec moi, ça se passe très bien. Enfin, tout le monde l'a entendu, cette vacherie en salle des profs. Donc, vous voyez qu'il y a vraiment quelque chose à faire. C'est pour ça qu'au Centre Résist, on a essayé de s'inspirer de la méthode de la préoccupation partagée pour essayer de créer un dispositif pour travailler avec les classes dites difficiles. Voilà, et je vous invite à vous plonger dans ce livre, le dernier livre. Il est sorti il y a peu de temps. Mois de mai. Voilà, Renouer avec l'autorité à l'école, 10 mesures immédiates. Jean-Pierre Bellon, on est à la fin de cette émission. Je voudrais vous demander à chacun 30 secondes de conclusion, puisque vous êtes les derniers autour de cette table. Allez, je vais commencer par vous, Laurent Brun. Eh bien, écoutez, moi, j'espère que les travaux sur le climat scolaire et les travaux sur la lutte contre le harcèlement vont se poursuivre. Je crois que ça a été dit en creux, la généralisation est loin d'être aboutie. Or, et je fais aussi écho à PISA, pour améliorer le fonctionnement du système éducatif, il faut absolument endiguer cette cause première qui est la violence du harcèlement qui empêche les élèves d'étudier dans de bonnes conditions. Donc il faut vraiment une mobilisation générale et encore une fois, Iman l'a montré, c'est pas si compliqué que ça de se mobiliser collectivement pour lutter contre le harcèlement et améliorer le climat scolaire. On a d'ailleurs appelé cette émission, c'est la lutte continue. Hein. Marie Cartier, à vous. Écoutez, moi je pour l'année d'ici au troisième assises.
Écoutez, mon souhait, c'est effectivement qu'on continue cette implantation d'une équipe par établissement, qu'on développe davantage le lien effectivement entre les familles et les établissements scolaires, qu'il y ait une réconciliation entre les familles et les établissements scolaires, car il y a quand même quelque chose qui se dégrade à ce niveau-là. Et pour vraiment aider les enfants, on a besoin que les adultes ne se divisent pas. Imanaga. On a eu le temps de la prise en compte du phénomène. On a vécu ce temps-là. On a vécu le temps de la structuration de l'action publique avec un programme. Je dis qu'aujourd'hui, on doit vivre le temps de l'efficacité. Moi, c'est ce que j'appelle de mes voeux, que chacun prenne ses responsabilités. Le temps de l'efficacité et que chacun se bouge tout de suite maintenant. Ça. Vous ne l'avez pas dit, j'ai fait Oui. le sous-titre de ce que vous vouliez dire. Exactement. Jean-Pierre Bellon. Oh bien, il y a 5 ans, on lançait ce projet d'une équipe par établissement. On le voulait réalisable en 5 ans, on n'y est pas arrivé. Lançons-le pour les 3 années qui viennent. Et disons-nous qu'en 2027, et après tout 2027 c'est une échéance importante, oui. est-ce que d'ici 2027, on ne peut pas arriver à faire en sorte qu'il y ait une équipe par établissement formée à une méthode de façon à prendre en charge les victimes et à mettre fin aux situations. Voilà, une vraie équipe par établissement pour 2027. Merci à vous toutes et à vous tous d'avoir été là. Le harcèlement qui nous concerne tous de près ou de loin, souvent de près malheureusement. Merci, je voulais remercier aussi la maman qui a témoigné évidemment pour cette émission parce qu'elle l'a fait à visage découvert et c'était son choix. Et voilà, et c'est pas évident de faire ce genre de choses. Et vraiment un grand merci à vous. On s'est beaucoup parlé au téléphone et on a beaucoup échangé, donc je voulais spécialement, au nom évidemment du Centre Résiste, vous remercier. Merci également à Benoît Galland qui nous a envoyé ces petites capsules. Et vous avez l'interview complète de Benoît Galland qui est d'ores et déjà sur la page YouTube du Centre Résiste. Merci à celles et ceux qui ont aidé évidemment à organiser ces assises du harcèlement scolaire, à organiser cette émission, parce que je n'étais pas tout seul, c'était un sacré boulot, mais on était heureux d'être là et je pense qu'on a passé un très très beau moment ensemble. Merci encore. Plus de 700 personnes, je crois, se sont Plus de connectées. 830 Plus de 800 personnes. Merci à vous de nous avoir suivis et bonne fin de journée. À bientôt.